bonjour. Pour cette agora, autour du e-développement, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir donc Benjamin Hacher, qui est chirurgien plastique à Paris et qui dirige l'IMCAS, qui est le directeur scientifique de l'IMCAS. On ne présente pas l'IMCAS, tout le monde connaît l'IMCAS. Hein. Bonjour. Si tu veux, tu pourras le présenter. Et puis Romain Renan, qui est business développement chez Merz. C'est bien fait. Bonjour. Voilà. C'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est que on s'est posé la question, on s'est dit on va faire quelque chose autour du e-business, e-développement, puisque les moyens de communication ont bien changé et nous permettent aujourd'hui de communiquer tant avec les patients, le public, que nous, entre nous, au sein des médecins, des dermatologues et aussi des chirurgiens plastiques, de tout ce monde de l'esthétique. Alors, on va commencer tranquillement, on va essayer de prendre nos marques et de voir ce que peut être et ce qu'est aujourd'hui le e-développement, la e-communication, la communication par le mail. Alors Benjamin, toi tu t'y connais vraiment bien. Vous avez développé des choses, nous avons développé des choses au sein de l'IMCAS, hein, que tu diriges. Hein. J'aimerais bien également à la fois te donner mon expérience vraiment sur le terrain de praticien. Et c'est ça qui est important, c'est le vécu. Et également, évidemment, ce qu'on fait pour comprendre ce que ça va être, l'enseignement. Quelle va être en fait la nouvelle planète l'enseignement qui apparaît à une vitesse grand V. Et toi, Romain, qu'est-ce que tu vas nous fournir là? Qu'est-ce que tu vas nous apporter? En fait, là, on va parler plutôt de la relation entre professionnels, entre praticiens. Moi, j'ai plutôt orienté sur la communication du médecin vers le patient. Là aussi, il y a des enjeux de communication énormes, il y a des opportunités nouvelles qui se créent et il va y avoir des nouvelles manières de communiquer avec les patients à mettre en place au sein des cabinets pour pouvoir travailler sur la vitalisation et sur l'acquisition de patients d'une manière générale dans les cabinets. Alors on commence avec Benjamin. En pratique, un médecin aujourd'hui qui veut communiquer avec ses patients, comment ça se passe? Le point important, c'est que c'est comme Internet. On ne peut pas y échapper. C'est terminé. Donc qu'on veuille ou non, qu'on se réfugie dans le fait de dire que regardez, j'ai une très très belle clientèle, regardez comment fonctionne mon bouche à oreille, on se tire une balle dans la tête. Si on veut être encore un développeur, on est obligé de comprendre ce qui se passe. Mais ce qui se passe, c'est qu'à une vitesse exponentielle, j'insiste bien sur le mot exponentiel, sans qu'on s'en rende compte, en moins de 5 ans, pas 10 ans, 5 ans, le monde a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, au départ, en gros, je ne vais pas t'apprendre qu'on était tranquille. On passait nos diplômes, on avait notre bouche-oreille, notre réputation. Si on n'était pas trop mauvais, globalement, Dieu merci, avec une économie plutôt florissante, ça se passait plutôt bien. Et puis brusquement, eh bien, sont apparues une nouvelle planète sur laquelle les lois du développement ont totalement changé. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Si on veut communiquer, non pas effectivement avec nos anciens patients qui nous aiment depuis longtemps, mais si on veut développer, si on veut avoir les nouveaux patients, on va dire les 25-55 ans, eh bien, tout cela, maintenant, ne communique plus avec nous de la même manière. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, premièrement, ils ont envie d'avoir, pas uniquement, et c'est ça qui est très malheureux, et on en parlera tout à l'heure, des informations qui ne concernent pas uniquement notre savoir-faire, mais notre faire savoir. Et on devient, on en parlera tout à l'heure, parce que je crois qu'il faut mettre aussi en garde nos collègues, à la merci quand même aussi du digital. Le digital n'est pas que positif, il est aussi négatif. Et il faut savoir comprendre exactement ce qui se passe. Prenons l'exemple de la e-réputation, de la diffamation. Je viens, moi, d'ouvrir ma page Google, ça y est, je suis diffamé. Ça m'arrive, je vous dis franchement, qu'est-ce qu'il va falloir faire? On ne va pas s'inquiéter, on ne va pas serrer les fesses. Dieu merci, ça va bien se passer. Mais la diffamation, ça existe, ça n'existait pas. Il faut comprendre que c'est tout à fait nouveau. Deuxième point important, si on n'est pas un petit peu, allez, on va se lâcher 2 minutes, social, et évidemment mon jeune collègue geek sait ce que ça veut dire social, mais si on n'est pas un tout petit peu maintenant sur les lois du social, c'est-à-dire, mettons Twitter, Facebook et Instagram, pourquoi pas, eh bien, on ne sait plus rentrer en contact avec les patients qui vont arriver maintenant. Et c'est ça le problème. Donc, qu'on le veuille ou non, pour se résumer, on ne peut pas le refuser. Faisons un peu comme les Chinois ou les Asiatiques. Au lieu de s'opposer à la vague, essayons gentiment de la contourner, de la dompter. Et c'est ça qui est fondamental. Qu'est-ce que l'on y met dans cette communication avec le patient?
Alors, premièrement, et effectivement, mon collègue va certainement en parler, puisque c'est certainement un expert de ces lois du marketing, on va commencer très, très en amont à avoir une diffusion très rapide maintenant de l'information qui nous concerne. Diffusion sur, évidemment, le profil, mais diffusion, bien sûr, sur les outils. Les outils, bien sûr, injectables, les outils laser et EBD, puisqu'on est aujourd'hui, on te remercie de cette invitation dans le cadre du congrès de l'ADES et du groupe laser de Société française de dermatologie, laser et EBD. Donc les gens doivent savoir à toute vitesse et rapidement, et on va insister en très peu de mots, ce que tu fais, ce qui est ton expertise. Deuxième point, tu vas les avoir, pas forcément, par exemple, par un agenda habituel, mais sans citer Doctolib ou les équivalents, vous allez en parler, on doit pouvoir maintenant avoir les réservations des places qui sont disponibles pour le grand docteur Dayan qui reçoit à 3 mois d'intervalle, ou peut-être 6 mois. On doit savoir immédiatement, en un quart de seconde, comment et très vite tu peux effectivement recevoir ces patients. Donc ça change totalement toute l'économie de notre développement. Effectivement. Alors, que peut nous apporter c'est vrai que je vais aller dans ce sens aussi, et finalement, pour avoir une bonne communication auprès de ces patients, ce qui est important déjà, c'est de comprendre qui sont ces patients. Et alors, il y a les patients qu'on voit au cabinet, mais finalement, aujourd'hui, on sait que la patiente moyenne qui vient faire sa première injection, on a des études de marché qui le montrent, elle a en moyenne une quarantaine d'années, c'est une femme active qui travaille à temps plein, qui a des enfants à charge, qui est plutôt de catégorie socio-professionnelle aisée, mais c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps. Et ce qu'on sait également, c'est qu'entre le moment où elle pense la première fois à son acte esthétique et là où elle franchit vraiment la barrière du cabinet, il se passe en France 2 ans. 2 ans au cours de laquelle la patiente recherche de l'information. Et ça, c'est une donnée vraiment particulière et assez propre à notre marché en France. C'est que finalement, la patiente française est assez craintive et elle met du temps à se décider. Mais pourquoi ? C'est parce qu'elle cherche de l'information et aussi probablement parce qu'aujourd'hui, elle n'a pas tout de suite les réponses qu'elle recherche. D'où l'importance pour le praticien de pouvoir donner très rapidement l'information qui sont recherchées par les patientes. Donc, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Il y a pour moi une plateforme phare pour communiquer avec le patient, c'est Facebook. Facebook, en moyenne, c'est 55% de femmes, c'est 40 ans de moyenne d'âge. Tout le monde est utilisateur de Facebook, 77% des internautes sont utilisateurs de Facebook. C'est un excellent outil qui va permettre de gérer la globalité de sa communication. Après, il y a d'autres outils plus marginaux, on peut en parler, qui vont permettre de toucher des patients plus jeunes et qui sont aussi intéressants. Mais c'est une excellente plateforme pour pouvoir présenter ces traitements et surtout, pour rebondir sur ce que disait le docteur Hacher, qui on est. Le patient cherche avant tout d'être rassuré sur des traitements, mais aussi sur la personne qui va être capable de le comprendre. Et pour ça, le patient a besoin de comprendre qui il a en face de lui aussi, pour savoir s'il va se faire comprendre. Et ça, c'est clé de se mettre en avant aussi sur les réseaux sociaux pour savoir qui on est et quelle est notre vision globale de l'esthétique. Et si je peux me permettre, on ne se met plus en avant de la même manière. Et c'est ça qui est à la fois positif et négatif. Il faut insister, on va terminer tout à l'heure, j'espère Serge, par 3 secondes sur le négatif, parce qu'il faut mettre en garde quand même nos collègues, hein, c'est très important, la perversité de tout ce que nous vivons à l'heure actuelle. Mais le point fondamental, c'est que, allons sur le positif, la manière de se mettre en avant, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est rapidité et un message extrêmement clair en très peu de mots. Et ça change tout. On n'est plus, on va regarder malheureusement, dans le long papier académique. On n'a plus le temps. Et effectivement, la valorisation de ce que nous faisons à l'heure actuelle, malheureusement, ne passe plus par ce côté académique. Alors déjà, combien de médecins, combien de on va prendre les dermatos, combien de dermatologues ont un site web ? Est-ce que vous le savez déjà ? J'ai pas les proportions exactes. Je pense que c'est moins de la majorité, mais c'est certainement moins de la majorité. Oui. Déjà, ce sont ceux qui vont être plus orientés esthétiques. Les autres le faisant rarement. Oui, parce qu'effectivement, les lois de développement ne sont pas les mêmes. Si on reste effectivement uniquement réparateur et ce qu'on appelle clinique, il n'y a pas besoin. Globalement, on est plein 2 ans à l'avance. Il y a des listes d'attente qui débordent. Il y a de moins en moins de dermatologues et d'ailleurs de chirurgiens plasticiens reconstructeurs. Donc effectivement, on est dans une situation de pléthore où il ne se passe pas grand-chose. Mais si on rentre dans cette atmosphère, cette planète très concurrentielle de l'esthétique médicale, alors là, effectivement, les lois sont tout à fait différentes. Et combien communiquent sur les réseaux sociaux ? Encore moins, à mon sens. C'est très peu utilisé aujourd'hui, en tout cas. Oui, mais revenons à ce qui va nous arriver.
prenons l'exemple des États-Unis. Et comment regardons ça se passe ce qui se passe. Toi qui Et voyages. le problème, c'est que, citons l'exemple sur lequel vous devez tout aller, qui est Real Self. Real Self résume la totalité de la situation. Bon. Une très très grande capacité de pénétration qui donne de l'information. Mais la contrepartie, et j'insiste beaucoup, la contrepartie qui est négative, c'est que quand vous êtes un jeune médecin, que vous avez besoin de vous développer, vous allez chercher maintenant les patients sur Real Self. Et ça, c'est une perversité. Et donc, il faut la dénoncer. Mais malheureusement, on ne peut plus s'opposer à la vague, donc il faut savoir l'optimiser. Le point fondamental, c'est que Real Self concentre la plus grande communauté de nos médecins, les plasticiens, les dermatologues, développeurs, qui s'occupent de l'esthétique médicale aux États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ? Le souci, c'est aussi le message qu'on va donner aux patients. Les patients arrivent, et c'est comme s'ils savaient déjà tout. C'est-à-dire qu'ils ont bouquiné, ils ont l'impression de comprendre des choses, ils arrivent et ils nous font la leçon. Tout à fait. Là Il y a un travail à nouveau faire. type de patient. Il y a d'ailleurs beaucoup de nouveaux types de patients, mais il y a un certain nouveau type de patients, effectivement, qui sait tout sur tout. On les connaissait, hein. Ils n'étaient pas tout à fait les mêmes, mais on les connaît depuis le début de notre carrière, ceux-là. Mais on avait une manière, si vous voulez, où il y avait un respect du médecin, où il y avait une retenue qui n'existe plus. Est-ce qu'on peut accepter, nous, d'aller faire des campagnes sur Groupon ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Où en est notre métier ? Qu'est-ce que c'est que la médecine à ce niveau-là ? Est-ce qu'on est là pour se brader ? Est-ce qu'on est là pour faire du low cost ? Certainement pas. Donc, je pense que de la part des dermatologues, de la part du syndicat, de la part du groupe Laser, eh ben, il faut élever le débat. Et il ne faut pas avoir peur de faire du Hermès. On doit faire du Hermès, on doit se valoriser. Faisons-le effectivement avec les nouveaux outils, mais faisons-le et ne nous bradons pas. Là, c'est vraiment une bonne utilisation. Il faut donc bien faire attention à comment on utilise ces outils lorsqu'on parle à nos patients. C'est essentiel, et dans le marché de l'esthétique comme dans d'autres marchés. Aujourd'hui, le problème n'est pas de fournir du contenu, mais c'est de fournir du contenu de qualité. Et ça reste des enjeux dans l'univers de l'industrie de différentes marques. Fournir du contenu de qualité, c'est ce qui va permettre de se différencier. Et qu'est-ce que c'est pour vous la qualité ? Alors, ça va dépendre de ce qu'attend le patient. Pour moi, un contenu de qualité, c'est un contenu qui répond aux attentes du patient. C'est-à-dire de comment va se passer un traitement, c'est-à-dire quels sont les risques. Les patients ont besoin d'être informés aussi sur les risques qui peuvent être liés. S'ils recherchent ce genre d'informations, ils disent tout et n'importe quoi là-dessus. Ne pas en parler, ça leur fait peur. Ça fait partie du contenu de qualité. On n'a pas besoin d'être particulièrement scientifique pour rentrer dans du contenu de qualité. C'est pas là le propos, mais c'est donner de l'information qui est pertinente pour le patient, qui va lui permettre de répondre à ces questions et de réduire ses craintes, tout simplement. Un petit conseil aussi, si on n'a pas le temps, parce que je pense que beaucoup de dermatologues n'ont pas le temps, eh bien, il y a à l'heure actuelle de bonnes agences, pas trop chères, qui savent être concurrentielles les unes avec les autres, qu'il faut savoir mettre en concurrence et qui peuvent faire le boulot. Le boulot dont vous parlez, le Facebook, très honnêtement, toute notre génération... Mais il va falloir effectivement qu'on emploie des gens pour ça, et pourquoi pas effectivement que Merz et d'autres bonnes compagnies nous suggèrent effectivement un certain nombre de bons créneaux pour ça. Ça c'est un point important sur lequel je veux rebondir. Souvent la crainte de la communication sur les réseaux sociaux, c'est le côté chronophage, et ça l'est. Mais en revanche, et c'est vrai, il y a des opportunités, il y a des agences, il y a des community managers spécialisés dans l'esthétique aussi qui se lancent de manière plus ou moins indépendante, et ça va être amené à se développer. Donc ça ne sera pas sur un coût énorme, mais il y a une vraie possibilité de l'externaliser, soit complètement, soit d'avoir une délégation aussi interne éventuellement au cabinet. Et puis attention, j'adore certains influenceurs, non médecins, mais ne les laissons pas prendre la place des médecins. Et ça, c'est aussi une perversité. Il y a ici des gens fantastiques, il faut les protéger, et attention au pouvoir des influenceurs, qu'il faut effectivement savoir contrer. Ce qu'on appelle l'influenceur, je le répète, c'est en gros un journaliste ou même un type qui a une communauté et qui s'octroie, si je puis dire, la place du médecin. Il faut faire attention. Ce n'est que le début vraiment de tout ce que l'on peut dire autour de la e-communication. Il va falloir conclure. Malheureusement, il va falloir conclure. Alors, si on doit conclure, pour vous aujourd'hui, quel est l'avantage et ce qu'il faut craindre dans cette e-communication? On n'a pu parler malheureusement que de notre communication avec les patients. On parlera une autre fois de notre communication entre médecins et de ce qui se fait autour de l'IMCAS notamment. Alors, quel est le côté positif? Que doit-on craindre? Que peut-on faire pour contrecarrer cela? Peut-être Benjamin? Très rapide.
on est obligé d'y aller, donc il faut y aller. Mais il faut y aller, comme on dit, protégé. Ça veut dire avec effectivement ou quelqu'un qui arrive dans le cabinet et qui fait quelques heures de prestation là-dessus, et effectivement qui occupe le terrain intelligemment en professionnel. Encore une fois, Facebook, Twitter, il faut le dire de temps en temps quand même, LinkedIn, parce que c'est important sur le plan professionnel, et pour ceux qui adorent Instagram, mais enfin bon, je pense que ça, c'est pas forcément pour le dermatologue très très sérieux au départ. Mais attention, attention, le fait d'y aller, on doit, excusez-moi encore une fois, se protéger. Ne me faites pas d'allusion à ce que toi, tu ne penserais pas. Le point fondamental, c'est que se protéger, oui, car on doit tout de suite avoir les outils, encore une fois, de la diffamation, savoir comment la contrer, des gens qui sont absolument à contrer quand ils viennent vous voir parce qu'ils ne sont pas dans la bonne case et ils peuvent effectivement être des sujets à problème. Donc on doit effectivement savoir que cette nouvelle planète, avec cette nouvelle population, on doit savoir effectivement la connaître et la dompter. Tout à fait. Je pense, pour résumer aussi, ce qui est important, c'est pour pouvoir choisir la bonne plateforme, de savoir vraiment ce qu'on veut y faire. On ne va pas pouvoir gérer sa présence sur toutes les plateformes, mais avoir bien en tête ce qu'on veut y faire concrètement sur les réseaux sociaux. Quel est notre objectif principal? Est-ce que c'est de recruter, de fidéliser, d'améliorer ma notoriété avec les confrères? LinkedIn est pour moi un excellent outil qui apporte vraiment du sérieux, qui ne demande pas beaucoup de temps d'engagement. Et ça, c'est important. Donc, gardez toujours en tête qu'il faut parler de soi en tant que médecin, parler de ses pratiques, apporter du contenu médical et savoir vraiment quelles sont les attentes du patient. Un grand merci à vous deux. Voilà, on est dans le 21e siècle, c'est le siècle de la communication, mais il ne faut pas oublier, bien entendu, de respecter nos patients, et je crois qu'il y aura aussi un respect mutuel. Et on doit rester des médecins. Eh bien, heureusement.